TikTok Shop, c'est une opportunité, mais le plus dur, c'est pas de trouver un produit, de lancer sur TikTok Shop. Le plus dur, c'est d'avoir les bons content créateurs. C'est une marque, je crois, qui print le plus sur TikTok Shop actuellement aux US. Quand tu rejoins leur système d'ambassadeurs, ils peuvent te donner jusqu'à 1 million cash si toi tu génères 1 million de ventes. Moi, quand j'étais arrivé à mes premiers 100 000, etc., j'étais le roi du monde, j'étais le roi du pétrole. Maintenant, je sais qu'en fait, on est rien du tout. On fait 1 million par mois, on est au début. Et aussi un inconditionnel, c'est aussi travailler son marketing. On peut faire jusqu'à 30 millions l'année en e-com, plus juste avec du marketing. Le check-out de Shopify fonctionne très bien, tout le monde le critique, tout le monde dit, tout le monde a le même check-out. Et ça rapporte des milliards. Si Shopify ont fait ce check-out-là, c'est qu'il y a une raison. La nouvelle stratégie 2025, comment trouver une armée d'ambassadeurs TikTok pour promouvoir le produit. On va skyrocketer de la value. Aujourd'hui, ça va être un épisode à peine plus court que d'habitude. C'est qu'on va aller plus vite, c'est qu'on va donner plus de value condensée, c'est qu'on a étudié qu'est-ce que vous nous avez parlé durant les précédents podcasts. Du coup, comme ça, on va pouvoir aller à la source directement et vous répondre à vos questions et vous donner ce que vous avez besoin pour scaler cette année en e-commerce. Et on s'était dit que c'était intéressant de faire une masterclass e-commerce du début au scaling et après également. En fin de vidéo, on va partager une stratégie avancée. Pour ceux qui commencent, c'est quoi les choses minimales à faire, tu dirais, dans une semaine? Pour ceux qui commencent, après on fera pour les intermédiaires et avancés. De justement définir l'objectif qu'ils ont et ensuite, suivant l'objectif, de définir un plan ultra précis, chaque tâche déterminée. S'ils ont un coach, demander au coach vraiment c'est quoi les tâches qu'ils doivent exactement faire et suivre ce plan. Ouais, déjà, donc pour les débutants, c'est juste identifier ces tâches. Ouais. Et souvent, c'est quand même beaucoup la recherche produit, elle est, quand tu débutes, elle est ultra importante. Et je vois une différence énorme entre les personnes qui font une recherche produit de 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure et une personne qui fait pendant genre 5 heures, 6 heures des belles recherches produits. Tu vois, les produits sont différents. Vraiment, 100%. Il y a une différence énorme. Parce qu'une fois que tu rentres, on sort un peu du mindset, donc on peut un peu s'égarer dans l'e-com. Une fois que tu fais une recherche de produit, eh ben, si tu vas en profondeur, tu vas pouvoir penser à d'autres produits similaires. C'est-à-dire qu'admettons que tu vois un produit qui est dans une certaine niche, ok, bah, tu vas dans cette niche-là, un produit, on va dire, c'est une lampe. Tu vois cette lampe-là et tu vas dire, ok, ben, peut-être que cette lampe à plume, je vois que la plume, c'est ultra... je prends l'exemple de la lampe à plume parce que Nico a derrière lui une lampe à plume, vous pourrez la voir. Vous commencez à chercher, vous voyez que la plume, en fait, ça devient quelque chose de rare. Donc vous dites, ok, mais est-ce que je pourrais pas regarder d'autres produits qui ont de la plume? Et là, d'un coup, tu trouves que, je sais pas, qu'il y a des manteaux à plumes. Et boum, personne n'avait pensé, c'est un truc qui commence à percer, tu vois que c'est une topic qui explose. Et c'est comme ça que tu peux trouver des idées de produits ultra bien. C'est quand des idées de produits ultra rentables, c'est quand tu commences à faire quelque chose et tu fais vraiment une bonne recherche, tu vas en profondeur, tu regardes avec ChatGPT, tu regardes ce qui est en train d'exploser en termes de trending. Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé mes meilleures idées. Totalement. Là, on a parlé de la recherche produit. Ouais, tu parlais de la recherche. Le fait de faire une recherche approfondie. Pour moi, ce qui est inconditionnel aussi, c'est d'analyser les créatives de ces produits, voir quelles sont les top créatives de tous les top concurrents. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Là, il y a la recherche concurrentielle, outils, mais les créatives. Parce que on peut faire la plus belle des créatives. Passer une semaine à parler avec des UGC, avec des actrices UGC, à faire des montages hollywoodiens. Mais si on lance une créative qui de base n'est même pas forcément attrayante chez les concurrents et qui n'a pas beaucoup d'interaction, qui n'a pas beaucoup d'impression ou que le concurrent ne spende pas beaucoup sur cette créative-là, on va faire 0 €. Alors que si on pourrait passer peut-être beaucoup moins de temps à faire une belle créa, mais qu'on prend une créa winneuse, qu'on prend un hook winneuse chez le concurrent, qu'on prend un angle marketing winneuse qui spend beaucoup chez les concurrents, qu'on ajoute une petite touche en plus, on va faire énormément d'argent. Donc, quelque chose qui est inconditionnel, c'est le choix des bonnes créatives et ça passe par analyser de fond en comble les concurrents avec tous les logiciels de spy qu'on a aujourd'hui, comme le logiciel le plus puissant qui se nomme la librairie Facebook. Ouais, 100%. C'est comment éviter de gaspiller des centaines d'heures. Parce que si vous êtes déterminé et que vous dites je suis déterminé, je vais créer sans créa et puis que vous faites de la mauvaise manière, là on vous a évité de perdre des centaines d'heures inutilement. Donc ouais. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui mentionner le fait de tester énormément de créatifs, tester 100 créatifs, tester 200 créatifs. Mais quand on n'a pas encore fait nos premiers 10 KD, 30 KD, 50 KD, le plus important, c'est de tester les bonnes créatives. Et pas essayer de dépenser acteur 2, acteur 3,
UGC 5, et vraiment de sélectionner les bonnes créatives à faire, changer 2-3 petites choses, et là, ça va péter. Donc, super, super important pour moi, ces 2 points. Après, le troisième non négociable pour ceux qui débutent, c'est aussi de faire une fiche produit de qualité. Donc, tu dirais, ça serait quoi tes conseils justement pour faire dans la semaine, donc on en a dit, se concentrer sur faire des vraies recherches produits, donc de prendre du temps pour faire des vraies recherches produits, prendre du temps de faire des bonnes créas en fonction d'une bonne recherche, et ensuite pour la partie site, ce serait quoi tes conseils? Les non négociables pour les pages produits, pour moi, c'est pareil qu'avant, regarder ce que fait la concurrence, analyser leur funnel de A à Z. Beaucoup de concurrents, vous allez voir qu'ils font pas forcément juste la page produit. Il y a une advertoriale peut-être avant, il y a une autre page que vous n'avez pas forcément vue si vous n'avez pas analysé les concurrents. Donc c'est vraiment, tout commence par analyser tous les concurrents sur le marché, regarder la créative ensuite, presser sur leur call to action, ça veut dire sur ça, ok, il y a une raison pourquoi ils le font. Peut-être que ceux qui ciblent, ils préfèrent ce type de landing page. Ensuite, analyser dans quel marché ils ciblent. Si vous voulez vous lancer sur un nouveau marché, vous avez l'habitude de faire en France, mais que vous vous dites que ça peut être intéressant de lancer aux Pays-Bas, en Espagne, etc., allez sur les logiciels de spy, regardez quels sont les top A-players qui font de l'argent en Espagne, aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a peut-être des mots qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent peut-être pour le Canada, Canada Post, etc. Les autres marchés, il y a d'autres choses, des petits points en fait, de branding qu'ils font que le site est natif sur le pays en question. Et c'est super important d'analyser, pas juste peut-être dans votre niche, mais les plus gros A-players sur le marché que vous allez cibler, si c'est un marché que vous n'avez pas encore ciblé. Mais sinon, analysez vos concurrents de votre niche, regardez qu'est-ce qu'ils font sur le landing page, s'ils ont beaucoup d'images animées, faites-le. S'ils font un travail accru sur les images produits, qui est la première chose que le client verra, eh bien, faites-le aussi. Beaucoup de personnes arrivent sur les sites, ils scrollent les images plutôt que scroller la page. Et ça, beaucoup de personnes, surtout dans la francophonie, oublient. Ils font un travail monstre sur avoir une landing page magnifique, mais le client, il reste sur la partie du haut, à jouer au panier, et puis basta. Donc, super important. Donc, si je résume, inconditionnel pour les débutants, recherche, recherche, recherche. Recherche au niveau produit, passer du temps, recherche au niveau créatif et recherche au niveau concurrent. Donc, vraiment, c'est la base. Ouais, analyse concurrentielle, ouais. Et maintenant, pour ceux qui sont avancés, ce serait quoi les inconditionnels pour eux? Donc, eux qui ont déjà une marque ou qui savent déjà faire des centaines de milliers d'euros en e-com ou en drop. Se former à 100%. Ouais. Parce qu'en fait, quand on arrive, moi, quand j'étais arrivé à mes premiers 100 000, etc., j'étais le roi du monde, j'étais le roi du pétrole. Mais en fait, c'était vraiment à l'époque. Hein. Maintenant, je sais qu'en fait, on n'est rien du tout. On fait 1 million par mois, on est au début. Et du coup, c'est se former un maximum, s'entourer des personnes qui font un peu plus de chiffres, et ça va aider à grossir plus rapidement. Ouais, je dirais c'est inconditionnel numéro 1 aussi. C'est se former et aller rapide, aller vite, implémenter rapidement. Et aussi un inconditionnel, c'est aussi travailler son marketing. Marketing, c'est ce qui permet de faire beaucoup d'argent. Honnêtement, on peut faire jusqu'à 30 millions l'année en e-com. Plus juste avec du marketing. Enfin, je dirais juste avec du marketing. C'est-à-dire, juste tu te concentres sur être agressif sur les canaux d'acquisition comme Meta, TikTok, etc. avec du bon marketing. Je dirais, si tu te concentres sur le marketing, si tu sais parler aux différents stages de conscience, tu sais créer des créatives, tu sais créer des landing pages selon différents types d'avatars, comme des advertorials, etc. Tu sais faire des VSL. Après, ça dépend des niches, mais si tu maîtrises le paquet copywriting marketing, mais je dis pas que je le maîtrise. Moi, j'aimerais le maîtriser parfaitement. J'apprends à le maîtriser. Le peu que je sais, ça me permet de faire beaucoup d'argent. Donc, j'imagine pas quand tu es un as du copywriting. Ça permet de gagner beaucoup d'argent en e-com. Parce que tu sais comment tourner les choses, tu sais comment faire marcher des produits que d'autres n'arrivent plus à faire marcher, ou tu sais comment trouver des nouveaux angles, des nouveaux segments d'audience. Donc, le marketing, c'est un inconditionnel à apprendre quand tu as un stade intermédiaire avancé. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça se rejoint. Ça se rejoint avec ce qu'on a dit au début, exactement. Des habitudes. Parce que si on fait l'habitude de tout le temps se former en marketing, eh bien, on a l'effet cumulé qui est actif aussi dans ça.
qui est actif dans le fait d'être bon en marketing. Parce que si tous les jours tu apprends, si tous les jours tu regardes tous les concurrents, tu vas être un monstre. C'est comme ça qu'on devient des monstres en e-commerce. C'est parce qu'on se forme tout le temps, on regarde tout le temps la concurrence, on essaye, on fait énormément de testing, on spend énormément. Un point pour les avancer aussi, c'est de tester beaucoup plus de créatives, mais les bonnes créatives, comme on a dit. Mais j'avais vu une statistique que même Alex Hormozy avait mentionnée, c'est les top 10% des spenders sur les canaux publicitaires, ils testent jusqu'à 50 fois plus de créatives. Je crois que c'était une statistique un peu comme ça. On va mettre à l'écran la ref. Et ça montre juste que quand tu arrives à tes 100 cas par mois, 200, 300 cas par mois, ce qui fait la différence, c'est le testing que le concurrent a fait en plus. Il a plus de créatives qui tournent, c'est-à-dire qu'il a testé beaucoup plus de créatives dans le marketing, etc. Et super puissant. Oui, Grant Cardone, il en parle dans un livre 10X. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais. C'est qu'il dit de faire plus. Et je pense que quand tu as un niveau avancé, je pense qu'il faut juste te dire, OK, je fais tout plus. Et moi, par exemple, une question que je suis en train de me poser, OK, comment je peux faire beaucoup plus ? Est-ce que là, je ne prendrais pas un produit que je suis en train de scaler et je ne le testerai pas sur 10 attaquants différents ? Je regarde sur quel attaquant prend le mieux. Est-ce que je ne balancerai pas 10 fois plus de créa encore avec plus de qualité ? Je me pose toujours cette question. Est-ce que là, je ne pourrais pas mettre plus de quantité ? Et si je me dis que peut-être si je mets plus de quantité, j'aurai plus de résultats, je le fais. C'est un risque qui ne coûte pas cher pour beaucoup de résultats. Donc des fois, c'est des petits efforts qui peuvent rapporter beaucoup. Mais je pense que cette mentalité de mettre des actions massives, c'est vraiment un bon tips pour passer à un niveau au-dessus quand tu as déjà des résultats. Parce que souvent, c'est que tu as déjà des trucs qui tournent, mais il faut donner de la sauce. Totalement. Et ça peut être dans n'importe quel business. Ouais, dans n'importe quoi. Donc là, on a bien parlé des choses que les personnes, les e-commerçants, doivent faire en tout temps pour continuer à toujours chiffrer. Maintenant, pour ceux qui veulent, entre guillemets, commencer leur aventure, et aussi peut-être des personnes qui scalent déjà, mais avoir de nouveaux projets, c'est quoi pour toi et pour nous les critères à prendre en compte pour la sélection d'un produit parfait qui va printer un maximum? Si tu as des critères, effet wow, tout ça, à l'époque, on disait beaucoup ça. Premier critère, je dirais pas que c'est une liste non exhaustive. Je tiens déjà à le dire parce qu'on peut trouver plein de types de produits différents, plein de winners différents, mais je dirais les critères indispensables. Le premier, c'est déjà un produit qui marche actuellement. Si c'est un produit qui marche pas actuellement, ça va être trop de risques de pas être dans le timing ou de lancer un truc que toi tu penses que ça marche. Donc ça, c'est le premier critère, un produit qui print actuellement. Donc fais une recherche, regarde si le produit, si tes compétiteurs chiffrent dessus, s'ils ont des pubs actives, s'ils ont du trafic sur leur site. Ça, c'est le premier des points. Ensuite, idéalement, un produit qui est simple à shipper, se dire, essaie pas de, si tu débutes, là on parle des débutants, de shipper un produit qui est trop lourd ou que tu peux pas shipper en fait. Tu dis, OK, je vais développer un produit. Donc, prends un produit simple quand tu commences, un produit que tu peux shipper facilement. Donc, commence pas à faire du développement, commence pas à mettre de l'argent dans des stocks. Commence avec un produit qui marche actuellement, qui a du stock actuellement, et un produit de qualité. Ça t'évitera beaucoup d'ennuis. Parce que quand tu débutes, tu veux faire tes premiers chiffres rapidement. Et si tu prends un produit de pas de bonne qualité, tu vas vite avoir des blocages qui vont être beaucoup plus durs, qui vont te mettre beaucoup plus de bâtons dans les roues que commencer avec un produit quali. Donc je dirais, ça c'est le conseil que j'aurais pu me donner, c'est commence directement avec des produits quali. Prends le temps de faire des recherches sur Amazon. OK, est-ce qu'il est bien noté pour être sûr que ce que tu vends est quali. Parce que s'il est quali, ça pourra faire effet boule de neige, tu feras de plus en plus de profit. Et s'il n'est pas quali, tu vas avoir des blocages, Facebook, tu auras tous les blocages en fait. Super puissant. Aussi, faire attention à la marge, Ouais. Si c'est scalable ou pas. Parce qu'il y a certains produits qui n'ont pas assez de marge. Les produits électroniques, est-ce que tu recommandes aussi ça ? Moi, je dirais quand tu débutes, le but, c'est, je dirais, pas d'échouer le plus vite. Donc, je dirais les grosses erreurs à pas faire, c'est vendre des produits de mauvaise qualité. Après, le reste, pour moi, c'est des erreurs moins difficiles parce que c'est pas là qu'il va faire sa marque. Donc, pour moi, plus il fait du chiffre, plus il fait de bénéfices, plus il tombe, mieux c'est. Donc, je dirais, après, en termes d'électronique, c'est pas top. Donc, ça, on revient dans les produits de qualité. Mais tu peux très bien vendre un produit électronique de qualité. Ouais. Donc, je dirais électronique, oui, tu peux, si c'est quali. Top. Puis après, au niveau de la marge, idéalement, prendre des produits avec bonne marge.
Mais moi, ça m'est arrivé à mes débuts de prendre des produits avec peu de marge et de faire quand même pas mal de profit pendant 2-3 mois, jusqu'à après que ça se crache parce que les CPA ils montent. Et c'était good. Toi, c'était des coussins qu'on vendait pas trop cher et qu'on payait cher. Et du coup, pendant les 3 premiers mois, il y avait des très très bons ROS. On faisait plein de profits. Et au bout d'un moment, après, ça s'est cassé la gueule parce que le ROS break-even était à, je sais plus, à 1,9 ou un truc du style. Mais c'était bon. Et ça m'avait appris des choses. Toi, tu dirais après, c'est quoi les autres critères pour le choix du produit? Se baser sur ce qui se vend maintenant, comme tu as dit, avec les concurrents. Ensuite, la bonne marge, le produit qui soit pas trop grand, pas trop lourd, parce que en plus, en ce moment, les prix de shipping augmentent pour tout le monde. Et au plus vous avez un produit grand et lourd, au plus ça va être cher. Après, comme tu l'as dit aussi, si tu as un produit, même si c'est cher, etc., et que tu arrives à avoir des très bons ROS, vu que personne ne le fait, c'est aussi très intéressant. Mais overall, c'est mieux un 100%. produit petit, léger, etc. Et juste faire en sorte et être sûr que les concurrents print avec ça. Donc pour revenir au produit, juste 2-3 choses que je pourrais encore ajouter. C'est bien évidemment, faites attention aux contrefaçons. Ne vendez pas des choses qui sont sous licence ou des choses qu'on peut pas forcément, qu'on n'a pas les droits de vendre. Parce que certaines personnes voient un produit sur AliExpress et le vendent directement, mais sur AliExpress, il y a de la contrefaçon, il y a des choses qu'il ne faut pas vendre. Donc faites attention, tout ce qui est sur AliExpress n'est pas, ne veut pas forcément dire qu'on peut le revendre. Et surtout aussi, pour moi, le plus gros des points que je mentionne à chaque fois et qu'on l'a mentionné indirectement en parlant des concurrents, c'est quand on débute, si le produit il a un grand marché, ça aide beaucoup parce qu'on va pouvoir chiffrer plus facilement. Après, il y a un truc que j'aimerais mentionner. En tout cas, moi, c'est une erreur que je faisais, c'est que je voulais que chercher un produit waouh, un produit incroyable. Et en fait, des fois, de vendre simplement des produits basiques comme des bijoux, des vêtements, les gens connaissent ce que c'est. Et simplement, des fois, il y a des beaux bijoux, des beaux vêtements ou des vêtements innovants, des bijoux innovants. Et c'est là que ça va être plus simple à faire beaucoup d'argent. Ça va être une niche assez compétitive, mais en fait, ça va être plus simple de vendre parce qu'il faudra moins d'arguments copywriting. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de vendre des simples vêtements, de vendre des simples bijoux, ça peut paraître con, mais ça marche et ça marchera toujours. Ouais, c'est une des meilleures niches. Ouais. Quand on regarde sur Shopify les top produits qui se vendent, fashion et apparence, apparel, c'est les top niches. Ouais, 100%. Donc même si vous êtes débutant, c'est pas des niches à négliger. C'est pas parce que c'est compétitif. Il suffit d'un produit qui est joli et que même avec des simples images, avec un site un peu basique, vous pouvez vendre, faire beaucoup d'argent même en débutant. Donc je dirais, même si vous êtes débutant, concentrez-vous sur des produits qui ne demandent pas trop de marketing. C'est pas un produit avec un trop gros problème. C'est un peu l'inverse que ce que vous disent les autres formateurs. Parce que les formateurs, ils vous disent, ouais, il faut prendre un produit qui a des problèmes et qui est fait waouh. Mais ça demande beaucoup de copywriting derrière. Donc il faut acquérir des compétences au copywriting. Parce qu'il suffit d'un seul élément faux dans votre copywriting et ça va pas marcher. Je m'explique. Admettons que vous vendez un produit, je sais pas, c'est une promesse de perte de poids, ok. Vous vendez un complément alimentaire à perte de poids. Vous faites tout un copywriting, parce que ça demande du copywriting, parce que les gens ont de la peine à croire que ça fait perdre du poids. Et ils ont une objection. Ok, mais est-ce que ce complément alimentaire, on peut le prendre si on est une femme, par exemple? Et vous répondez pas à cette objection-là, ce qui fait que vous ne serez pas profitable parce que vous n'avez pas identifié qu'il y avait une objection à répondre. C'est un peu technique, je sais, mais pour résumer, si vous commencez, je ne vous conseille pas d'aller dans des produits à trop fort problème, qui demandent trop de copywriting parce qu'il y a trop de marge d'erreur possible. Il faut être, ouais. Totalement, parce que tout le funnel est important. La créative, c'est limite une VSL. Ensuite, il y a un advertorial. Ensuite, et quand on débute, on peut être perdu. Donc, partir sur déjà des produits connus, et idéalement des nouveaux produits connus ou qui ont un autre mécanisme. C'est-à-dire un t-shirt avec un nouveau mécanisme, un bijou avec un nouveau mécanisme. Totalement. Et pour les personnes qui sont déjà peut-être plus avancées, une bonne recherche produit, ça peut être de rechercher des produits similaires qu'on vend déjà. Par exemple, je sais qu'à un moment, on a beaucoup scalé des bots orthopédiques. Une astuce pour scaler, c'était simplement d'aller sur les marketplaces où c'est qu'on sourçait ces produits-là et on allait regarder des produits similaires.
que les concurrents n'auraient même pas forcément encore commencé, mais vu qu'on sait, qu'on connaît notre niche, qu'on sait que ce type de produits vendent, on a juste ajouté des produits similaires, on a fait les ads très similaires, on a lancé, c'était extrêmement rentable, et voire même on a scalé plus sur un produit que les concurrents n'avaient pas encore et que nous, on était un des premiers, et on a scalé fort ça. Donc ça, c'est dans toutes les niches. C'est pas juste dans le fashion ou les produits simples. Ça peut être dans la niche des animaux ou autre. Vous avez un produit best-seller, un lit pour chien. Vous allez regarder les produits similaires sur les marketplaces. Et ben peut-être que vous allez trouver un nouveau lit pour chien. Et du coup, un lit pour chien pour voiture, par exemple. Voilà. Ça, c'est cadeau. Exactement. On vous mettra le lien là. C'est un gros produit qui est en train d'escaler actuellement. Ça, c'est cadeau. Ben, si vous êtes vif, au moment où c'est que vous verrez ce podcast, vous pourrez faire de l'argent parce que ça print. On mettra le lien. Ouais, en plus, c'est un bon AOV. Ouais. C'est un produit qualitatif. Bon, dépendamment du fournisseur, mais ça, c'est un très bon hack. Non, mais c'est un très bon hack, là, ce que tu as donné. À nouveau, ça revient sur ce qu'on a dit avant. Quand tu fais une recherche, d'aller en profondeur, ok. Le concurrent chiffre sur ce produit-là, qu'est-ce qu'il y aurait comme déclinaison? Ouais, c'est là que tu passes d'un produit à 10 pour chien. Pour ceux qui chiffrent déjà. Parce que quand on débute, le mieux, c'est le même produit que le concurrent qui chiffre déjà. Des produits simples, comme tu as dit. Mais une fois que tu as du budget, une fois que tu as de l'expérience, ben, partir sur des déclinaisons de ce que tu vends déjà, ça print un maximum. Mais déclinaison par rapport à ce que veulent les prospects. Bien évidemment. C'est-à-dire, ils veulent des futurs, personne ne le fait. Bon, ok, peut-être tu regardes avec l'usine pour mettre en place ces futurs. C'est ça. Et aussi, pour le niveau avancé en termes de recherche produit, ne pas oublier, et surtout aussi peut-être focus sur tout ce qui est suppléments, les choses qui se rachètent, etc. C'est aussi quelque chose de super puissant. Ah ouais, d'avoir du recurring. Idéalement, quand vous êtes avancé, il faut penser en revente. Vous voulez construire quelque chose qui se revend. Donc, tout ce qui a du recurring, construire une équipe spécialement pour la marque. Pensez vraiment en termes d'acheteurs. Qu'est-ce que voudraient les acheteurs pour avoir un gros exit? Ensuite, je pense qu'on peut parler de création de boutique. On a vu un peu juste avant les points non négociables à faire. Du coup, toujours regarder les concurrents, qu'est-ce qu'ils font sur leur landing page, qu'est-ce qu'ils font sur leurs images, etc. Mais ce qu'on pourrait donner 2-3 astuces, encore une fois, pour les personnes qui se lancent en e-commerce et les personnes qui scale, 2-3 méthodes et astuces qu'on met en place sur nos boutiques. Alors déjà, pour commencer, il faut se différencier avec les différents types de boutiques. Donc quand on commence, on est peut-être perdu. Est-ce qu'on veut faire une boutique généraliste? Est-ce qu'on veut faire une boutique de niche? Est-ce qu'on veut faire un monoproduit? Quand on a un budget limité, quand on débute, quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, moi, la meilleure chose que je peux recommander, c'est une boutique de niche. Une boutique avec un nom un peu broad, mainstream, qu'on va pouvoir utiliser sur pas mal de produits et faire plus de testing qu'à chaque fois lancer une nouvelle boutique et lancer un nouveau monoproduit. Moi, c'est ce que je conseille de faire. Et pareil que dans tous les autres points qu'on a mentionnés, notre boutique de niche doit ressembler au plus possible aux personnes qui printent le plus sur les produits qu'on va faire. Si le concurrent a mis les avis en vert, les avis de cette manière-là, et que lui fait de l'argent, c'est une raison qu'il a fait ça. Il n'est pas allé sur sa boutique Shopify. Il n'a pas mis au hasard tous ces éléments sur sa boutique. S'il y a à certains endroits des avis positifs, etc., écrits de telle manière, c'est que c'est pas un hasard. C'est qu'il y a un parcours que le client fait et ça convertit un maximum et il faut s'inspirer un maximum. Un des points super importants quand on fait une boutique de niche par exemple, c'est de s'inspirer des concurrents qui vendent les mêmes produits. Si le concurrent il a mis sous sa page produit, sous son image, des avis verts d'une telle façon, c'est pas au hasard. C'est qu'il a testé énormément de choses différentes. Il a peut-être fait du A/B testing et il a fait le travail à notre place. Et nous, on a juste à venir tester les mêmes choses qui fonctionnent sur ce marché-là. Donc, le plus gros hack, c'est, comme on a dit avant, s'inspirer au maximum des concurrents, mais aussi pour la boutique, s'inspirer des plus grosses marques. Qu'est-ce qu'elles font? Si elles mettent quelque chose dans le checkout, pourquoi elles le font? Peut-être qu'on peut le faire également. Et un point que je pourrais rajouter, c'est que de se concentrer sur la partie above the fold, c'est-à-dire sur la partie avant la to-cart. Donc, être sûr des bénéfices qu'on met en avant, qui soient bien, être sûr des images, bien travailler les images. Je vois trop de personnes qui mettent la première image bien et les autres images, allez, on met ce qu'on trouve et on croit que ça va marcher. En fait, chaque image doit
apporter un bénéfice ou une proposition de valeur. Et ça, quand j'analyse les grosses marques qui ont un très très bon conversion rate, eh ben, on remarque que c'est ce qu'elles font. C'est-à-dire, il y a la première image qui est bien travaillée, qui a été A/B testée. Ensuite, derrière, il y a d'autres images qui vont venir parler dans les désirs les plus importants de la personne. C'est-à-dire, si le prospect, en premier, il veut avoir une pousse de cheveux, par exemple, ben, la première image, à la deuxième image, ben, ça va être peut-être un gif qui montre comment les cheveux poussent avec le produit. Donc, c'est très important à construire votre carrousel d'images exactement comme votre landing page. Dans votre landing page, après, vous mettez des titres, vous mettez des propositions de valeur. Et ben, ça, il faut les retrouver directement dans votre carrousel d'images. Parce que les gens, beaucoup de personnes ne vont même pas descendre jusqu'en bas. Donc, autant mettre tout dans le carrousel d'images parce que ça, les gens regardent. Et on peut voir ça sur Amazon. Les fiches produits Amazon sont optimisées pour ça. Parce qu'on sait, et même moi, personnellement, quand je suis sur Amazon, je prends du temps à checker chaque image. Parce que c'est plus vite, c'est plus scannable. Donc, prenez du temps à travailler votre carrousel d'images. Mettez du texte, ayez quelque chose de joli, de cohérent, toutes des images de la même taille, avec une police de la même taille, avec la même police, et avec des images bien travaillées, améliorées avec l'IA. Sur Canva, on peut améliorer avec la fonction enhancement. Donc Canva Pro, vous mettez votre image, vous améliorez l'image, ça va mieux marcher. Et vous allez vite voir que si vous installez une application qui screen une application qui permet de voir la hotmap du site, c'est-à-dire où c'est que les gens passent du temps, bah vous allez voir que les gens passent beaucoup de temps sur le carrousel. Ça, c'est un fait, vous pouvez tester, vous pouvez regarder, vous installez Hotjar ou Microsoft Clarity, c'est gratuit. D'ailleurs, Microsoft Clarity, c'est un gros hack. Ouais, super puissant. Carl Whiteshell, il en parlait, c'est un glitch. C'est ultra puissant et c'est gratuit. Donc, installez Microsoft Clarity, c'est très simple à configurer. Vous allez pouvoir voir les screens de vos sessions, voir où c'est que les gens cliquent, voir où c'est que les gens passent du temps, et vous allez voir sur quoi optimiser. Et ouais, ça c'est si je pourrais donner un conseil. Tu as parlé de Canva avec l'IA. Mm-hmm. Comment concrètement tu enhance les images, tu fais comment que ça marche? Tu mets l'image sur Canva, tu cliques sur l'image, tu mets enhancement, boum, ça t'améliore l'image x2, x4, x8. Et comment ça x2, x4? Bah, tu peux choisir si tu veux l'améliorer x2, x4, x8. Et des fois, si l'image est vraiment dégueulasse, bah, je mets x8 et tu regardes le résultat. Après, sinon, tu mets x4. C'est quoi que ça améliore? Ça fait en plus HD, ça améliore les couleurs, la ça améliore en plus HD. Des fois, s'il y a des trucs flous, ça les met net. Okay. Ça dépend des images. Ouais, Canva, c'est ultra puissant et maintenant, ça devient de plus en plus puissant. Ouais. Moi, je vais prendre du temps pour m'entraîner sur Canva. Parce qu'il y a des features, il y a des choses qui sont sorties avec l'IA qui sont dingues. C'est vraiment trop puissant, Canva. Quand tu parlais de above default, il faut faire super attention. C'est vraiment un format mobile. Mobile, optimiser format mobile parce que tout se fait sur mobile. Mais il ne faut pas oublier non plus desktop et iPad. Parce que après, Shopify, c'est bien structuré. Mais si vous commencez à coder avec Gempage ou comme ça, faites bien attention parce que des fois, vous allez négliger l'iPad ou l'ordinateur. Ça, c'est une erreur plus d'avancée. Et vous allez perdre en conversion sur ces canaux d'acquisition. Donc ça, faites attention de ne pas optimiser non plus que sur mobile, mais aussi penser à iPad. Des fois, on oublie iPad et desktop. Mais tu as des conseils du coup? C'est comment si vous commencez à coder sur Gempage, etc., ou créer sur Funelish. Donc Funelish, tu as l'option iPad. Tu as l'option iPad, tu peux voir. Il faut faire attention juste à ce que ça soit bien mise en forme sur tous les canaux, comme on appelle ça, les plateformes. Pour Microsoft Clarity, par exemple, tu recommandes de commencer à analyser le marché, le trafic de ta boutique. À partir de quel moment? Quand tu commences à faire 10KD, tu regardes où les gens vont et ensuite tu modifies. Je dirais pas qu'il y a un chiffre, je dirais juste si ce site-là, tu dois l'optimiser. C'est-à-dire s'il commence à faire de l'argent et que tu veux l'optimiser, installe directement Microsoft Clarity. Tu auras des feedbacks rapides de ce que font tes clients. Et c'est là que tu peux mettre le doigt sur quelque chose en fait qui va pas. Ok, tous les clients, dès qu'ils ajoutent au panier, il y a un truc, ils partent ou je sais pas. Et c'est là que tu verras avec un retour réel sur ce qui va pas. Excellent. Donc c'est vraiment trop puissant. Moi, si je peux partager 2-3 erreurs que les personnes font, c'est de pas assez travailler sur la rapidité du site. Une boutique e-commerce, quand ça dure plus que 3 ou 4 secondes, on perd presque la moitié des clients. Ça, c'est une statistique que TikTok avait donnée. Et parce que même on le sait, aujourd'hui tout va vite. Les clients, surtout sur TikTok Ads, ils scrollent rapidement les choses et même les sites. On pense qu'on a un site magnifique, etc. et qu'on prend tout à cœur, mais les clients, ils pressent sur la publicité, ils scrollent très rapidement, tout est rapide.
Et si le site ne charge pas, on perd tous les clients. Donc, faire attention à utiliser, par exemple, Canva, comme tu as dit, et Huntsman, etc. Mais quand on télécharge, il y a l'option compresser. Je pense que tu le connais. C'est super important de compresser la majeure partie des images, des applications aussi qui permettent de faire ça. Et la rapidité des sites, c'est super, super important. Je vois beaucoup trop de personnes qui ont des sites qui mettent trop de temps à charger. Il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que les clients, quand ils achètent nos produits, ils ne sont pas forcément sur l'ordinateur ou à la maison avec la fibre optique. Ils sont dans le train, ils sont en voyage, etc. Et ils ne sont pas forcément toujours en 5G. Ils sont en 4G, ils sont en 3G. Et c'est super, super un point que beaucoup de personnes négligent. Et tu dirais, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place si ils remarquent qu'ils ont, ceux qui regardent le podcast, ils ont un site qui charge lent? De compresser toutes les images, être sûr d'être sur Shopify, ou si on est sur WooCommerce, avoir l'hébergeur le plus rapide, avoir les serveurs les plus rapides. Avec Shopify, il n'y a pas d'erreur. Après, il y a des services aussi qui boostent le score page. Prenez un développeur. Non, la vitesse. Ouais, non, mais la vitesse, mais le score page. Ah, aussi. Le score page. Pardon, le score Shopify. Ouais. À l'époque, il y avait un score, maintenant, je ne sais plus où ils l'ont mis. Shopify score, ouais. Je ne sais plus si ça existe encore. Ils l'ont transformé. Il n'y a plus le numéro, mais il y a. Ouais, il y avait. Mais après, c'était pas ultra accurate non plus. Donc, juste faire attention à ça. Beaucoup de personnes aussi utilisent des thèmes complexes, beaucoup d'applications qui surchauffent et surchargent la boutique. Faire attention à ça aussi. Mais principalement, c'est les images. C'est les images qui font que ça soit. Images et vidéos, ouais. Ça, ouais. Images et vidéos et les vidéos aussi dans les avis. Parfois, ça fait que ça charge lentement. Et aussi, sur certains thèmes, il y a des animations. C'est-à-dire, on commence à scroller et les choses chargent après 2-3 secondes, 4 secondes parfois même. Juste, ça arrive, il faut attendre. Mais c'est horrible, ça. Il faut que tout soit là quand on scrolle. Ouais, et ça, c'est super important. Ne soyez pas fantaisiste, honnêtement. Ouais. Essayez de faire le truc le plus simple possible. C'est pas les animations qui vont faire gagner des conversions. Totalement. Et après, tout le flow, ça veut dire on ajoute le produit au panier, le produit est ajouté directement. Faut pas attendre 5 secondes, un upsell à droite à gauche. Non, on ajoute le produit, on est dans le panier ou dans le checkout directement. Et le checkout de Shopify fonctionne très bien. Tout le monde le critique, tout le monde dit, tout le monde a le même checkout. Et ça rapporte des milliards. Si Shopify ont fait ce checkout-là, c'est qu'il y a une raison. Il faut pas essayer d'être plus fort que Shopify. Après, Funnelish, etc., ça fonctionne très bien aussi. J'ai une question. Tu sais que sur Amazon, ça va très vite. Ils sont très optimisés pour ça. Ouais. Ils ont la fonction d'acheter en un clic. Est-ce que tu sais s'il y a un moyen de le faire sur Shopify? Alors, tu dis ça, mais moi, j'ai récemment commencé à beaucoup commander sur Amazon depuis que je suis ici moi aussi. À Dubaï. Avant, en Suisse, c'était pas le cas. Mais c'est drôle parce qu'en fait, on est obligé de s'inscrire. Je sais pas si toi, Non. Ah non? Toi, t'as pu acheter en un clic sans t'inscrire? Ben, j'ai un compte. Oui, mais t'étais obligé de faire un compte. Ouais, donc ça me rajoute quand même une friction, mais... Ça ajoute la friction, mais maintenant, une fois que t'es dedans, c'est acheté en un clic, c'est parfait. Mais du coup, nous, on peut pas forcément, vu qu'il n'y a pas de compte. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, il faudrait... Une fois que les gens ont acheté une première fois, c'était une boutique qui permet de faire racheter, de leur faire un compte pour qu'ils rachètent en un clic. Ouais, simplifier au maximum l'achat, quoi. Si on a la possibilité d'avoir PayPal, ajouter PayPal. Et ça aide énormément. Ouais, les processeurs de paiement, super importants sur les boutiques. Paiement sur facture aussi, paiement plusieurs fois, Klarna. C'est super puissant. Aussi, une astuce pour les personnes qui scale, les personnes qui ont déjà un produit winner, c'est faire un travail accru sur les upsells. On avait partagé le flow upsell, tu avais partagé de A à Z le script d'upsell que tu utilisais. C'est super, super important. Moi, à chaque fois que j'ai beaucoup scalé aux US, j'avais 4-5 upsells d'affilée quand le client achète. Et souvent, ce qui marche bien en upsell, mon petit tips, c'est de mettre le même produit. Donc, même produit à moins 20%, même produit en mode family pack. Parce que aux US, ça débite, ils achètent. S'il y a de la promo, ils achètent. Donc, s'ils ont le même produit que eux, ils ont déjà acheté, et ça, c'est le hack. C'est qui est-ce qui est plus enclin d'acheter votre produit? C'est la personne qui l'a déjà acheté. Donc, proposer la même chose avec une réduction, c'est un bon hack. Après, si votre produit s'y apprête pas forcément, si vous vendez des chaussures, par exemple, orthopédiques, nous, on a scalé ensuite en upsell avec des semelles.
orthopédiques. Des semelles 3D, des semelles cushion support plus, et ça cartonnait. On l'a mis direct en upsell après l'achat. On a mis aussi après dans l'email de confirmation, dans les SMS, partout. Et ça se vendait comme des petits pains. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Est-ce que toi, tu peux nous partager une dernière erreur que beaucoup de personnes font, soit quand ils scalent ou quand ils se lancent sur leur boutique? Nous, on avait fait des erreurs quand on ouvrait différents marchés. C'est quand tu ouvres différents marchés, tu as Shopify Market qui va venir te permettre de traduire et de rediriger les clients français, par exemple, qui viennent sur ton site américain, sur une langue française. Et ça, c'est ultra complexe. C'est-à-dire, on avait pris un peu trop à la légère. C'était pas la bonne personne qui avait monté. Et ce qu'il faisait, c'est que nous, on avait mis des traductions à la main. Mais en fait, ce qui était montré sur le site, c'était les traductions automatiques de l'application. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que... Ouais. Et nous, on n'a pas pu le détecter. Donc en fait, c'est assez compliqué parce que si vous faites Shopify Market, ça veut dire que vous allez venir sur des marchés, c'est que ça va être dans une autre langue. Et idéalement, il faut traduire à la main, parce que si c'est traduit avec Shopify Translate, Shopify Translate, ça va être trop approximatif les traductions, vous n'allez pas avoir la bonne conversion. Donc, il faut mettre à la main, mais Shopify Translate, c'est ça, hein, l'application. Shopify Translate, ça va venir aussi traduire manuellement. Donc, il faut bien vérifier que la traduction que vous mettez en ligne et que les clients voient, c'est la traduction que vous avez mis manuelle. Nous, c'était une erreur qu'on a fait l'année passée. Et on l'a remarqué que tard. En fait, que tous les marchés qu'on faisait avec Translate, ça marchait pas parce que on pensait avoir bien traduit, mais en fait, les clients voyaient la mauvaise traduction. Donc là, ce que tu recommandes, c'est, pour les personnes qui scalent en Android, c'est d'aller dans Edit, Translate, toutes les traductions, dans toutes les langues où c'est que les personnes ciblent. Ouais, c'est de bien vérifier sur Microsoft Clarity que ce que voient les clients étrangers est bien ce que vous voulez qu'ils voient. Parce que pareil, nous on voyait que le header, il était pas bon, il était pas mis à jour. Parce que quand tu changes le header, l'off marketing, par exemple, le off de Noël, et que tu es en été, et que tu as oublié de changer dans le Google Translate, ben ça va pas changer. Tu vois, c'est quoi la différence? Ça, c'est technique. En fait, je dirais, une erreur qu'il faut faire attention, si vous faites du Shopify Market, sur plein de marchés, sur un site, faites bien attention que tous vos marchés soient bien à jour, que ce que voient vos clients, c'est à jour, et c'est ce que vous voulez qu'ils voient. Parce qu'il peut y avoir plein d'erreurs. Pareil dans les upsells. J'ai remarqué trop tard que quand en fait, plus on va avoir de produits, plus on va avoir de landing page montrés sur différents marchés, plus il peut y avoir d'erreurs. Donc il faut quelqu'un qui surveille vraiment que tout soit bien du début à la fin. Donc tu as recommandé Microsoft Clarity. C'est quoi la différence au fait de venir par exemple avec un VPN sur tous les pays possibles? Microsoft Clarity, c'est mieux parce que tu vas pouvoir voir un condensé de plein de sessions. Plein de sessions de réelles personnes qui sont venues sur ton site. Toi, si tu regardes juste avec un VPN... Tu vois chaque pays aussi, du coup. Ouais, tu vois chaque pays. Tu vois par pays. Tu vois par smartphone. Par plateforme. C'est-à-dire, ok, tu vois que vraiment tous les Android, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à ajouter au panier. Ouais. Et ça, tu pourrais pas le voir si toi, tu vérifies par un VPN. Ok. Et tu vois l'upsell aussi ou... Non. Ok. Dès que ça arrive au checkout, ça... Ouais, je crois pas que tu vois l'upsell. Donc là, on a parlé pour les avancés et les personnes qui se lancent en e-commerce, comment trouver un produit, les choses non négociables à faire, nos conseils sur les boutiques. Donc, boutique de niche, c'est le mieux à faire avec les conseils qu'on a donnés. Maintenant, on pourrait parler des stratégies, du coup, une fois qu'on a le bon produit, une fois qu'on a la boutique parfaite. De la nouvelle stratégie 2025, comment trouver une armée d'ambassadeurs TikTok pour promouvoir le produit? Est-ce que tu veux introduire cette nouvelle solution? Incroyable. C'est quoi les ambassadeurs? Ça a été popularisé par un formateur français qui a fait du très bon travail. Donc ça, on n'enlève rien, mais c'est vrai que les ambassadeurs, c'est pas nouveau. Et ambassadeurs, en fait, c'est des influenceurs, hein, si on peut corriger le terme. Ouais, ou micro-influenceurs. Micro-influenceurs. En fait, c'est un système d'affiliation. Ça commence à être de plus en plus populaire maintenant, enfin de plus en plus simple à le faire avec TikTok Shop. Parce qu'en gros, TikTok Shop, c'est ça, en fait, on permet à des content créateurs TikTok de gagner de l'argent en promouvant des produits. Ouais, ça a vraiment boosté cette allée, quoi. Voilà. Le fait que TikTok Shop est venu. Et TikTok a simplifié la plateforme. Ils ont fait en sorte que ça soit simple pour les marques de trouver des ambassadeurs, si on peut reprendre le terme,
Et pour les content créateurs, on va dire des content créateurs, c'est plus simple. Et pour les content créateurs, influenceurs, de promouvoir des produits. Du coup, ça fait un écosystème très simple parce que des marques peuvent mettre en avant facilement des produits. Les content créateurs et ambassadeurs peuvent promouvoir et gagner de l'argent facilement. Mais ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant avec les marketing de réseau. Les systèmes pyramidales, c'est un peu ça. Herbalife, c'est un peu ça. Simplement, c'était pas des gens avec une autorité, même s'ils l'ont fait avec Ronaldo, etc. Mais c'est gagner de l'argent en promouvant un produit et avec une commission. Totalement. Ça ouvre même la possibilité aux actrices UGC ou autres de se dire que elles peuvent faire de l'argent avec le produit que de base elles ne faisaient pas forcément d'argent. Bon, après, il faut se montrer sur les réseaux, mais ça donne énormément d'argent à tous ces créateurs qui font du bon boulot, parce que si tu fais du bon boulot, tu es bien rémunéré et c'est super puissant. Mais oui, le terme ambassadeur, en fait, c'est juste pour dire un micro-influenceur avec affiliation, etc. Donc, tu voulais partager une stratégie. Une stratégie, comment créer une armée d'influenceurs? Pourquoi déjà travailler avec des micro-influenceurs? Alors, en fait, je pense que c'est très très bien de travailler avec des micro-influenceurs, mais je dirais plus dans une optique marque. Ouais. Je dirais, pour les débutants, commencer comme ça, ça va être compliqué parce que c'est des humains. Plus il y a d'humains, plus il y aura Instable. Ça va être instable, ouais, exactement. Donc, je dirais pour commencer, moi, c'est pas ce que je conseille à ceux qui commencent. Ceux qui commencent, il faut ils aient que la data. Donc, Facebook, par exemple, c'est très bien, ou TikTok pour commencer parce que tu lances rapidement. Là, ça a demandé beaucoup de temps de mise en place. S'il y a des contacts. Le point qui disait, tous ceux qui parlent de ça, c'est que vraiment, ça te demande moins de budget. Ouais, mais plus de temps. Mais plus de temps et c'est vraiment pas stable. Ouais. Et du coup, moi, ça, je le mets en place dans une optique marque. Parce que quand tu veux une marque, tu vas avoir la notoriété, tu vas avoir du trust, et d'avoir plein de personnes qui parlent de toi, eh ben, ça va venir booster ta marque. Donc, je dirais, même quand tu lances une marque, au départ, il faudrait commencer avec une armée d'ambassadeurs qui parlent de ta marque. En plus de ça, ça va venir lancer ta marque. Les gens vont en parler, tu vas avoir du contenu, tu vas voir ce qui se fait, tu vas voir, OK, tel type de content créateur, ça marche bien. OK, bah, c'est ce type-là d'avatar de content créateur qui marche bien, bah, peut-être que tu touches un avatar précis que tu vas pouvoir scaler. Donc, je dirais, utiliser une armée d'influenceurs, c'est bien quand tu vas à une optique de marque et quand tu as peut-être déjà un certain niveau. Totalement. On le voit avec, par exemple, si on prend un profil d'un micro-influenceur sur Instagram ou TikTok, tu regardes, parce qu'on peut voir l'historique, tu regardes avec toutes les marques qu'il a bossé, il va pas va pas travailler avec des marques de drop qui débutent, etc. Ouais, ça va être trop dur. En fait, ça va être dur d'avoir des bons content créateurs. En fait, là, ce qu'on parle, c'est exactement pareil pour TikTok Shop. TikTok Shop, c'est une opportunité, mais le plus dur, c'est pas de trouver un produit, de lancer sur TikTok Shop. Le plus dur, c'est d'avoir les bons content créateurs. Parce que les bons content créateurs, là, ils sont backés avec les grosses marques qui ont des visions. Voilà, les choses brandées, les choses déjà établies, les choses où c'est qu'il y a une haute satisfaction client. Et du coup, c'est pas forcément attrayant pour eux de commencer avec la boutique de Jean Dupont qui commence le dropshipping depuis 3 mois. Quoi. Et c'est ça. Et surtout que sur TikTok Shop, beaucoup de marques, ça les gens le mentionnent peu, mais beaucoup de marques sont même pas rentables des fois sur le front-end à TikTok Shop parce que c'est un moyen pour eux d'acquérir des nouveaux clients. Donc ils vont être très agressifs. Une marque comme Goli, je ne sais pas s'ils sont rentables, mais ils offrent des avantages incroyables à leurs content créateurs. Goli, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, Goli, c'est une marque, je crois, qui print le plus sur TikTok Shop actuellement aux US. Ouais. Je crois que c'est dans les tops. Je ne sais pas combien ils ont fait d'argent, mais je pense 200 millions l'année passée sur TikTok Shop. On pourra mettre les vrais chiffres. Et en fait, ils sont focus sur apporter le plus aux content créateurs. C'est-à-dire quand tu rejoins leur système d'ambassadeurs, ils peuvent te donner jusqu'à 1 million cash si toi tu génères 1 million de ventes. C'est-à-dire ils te promettent de te rendre millionnaire si toi tu leur fais gagner beaucoup d'argent. Donc ils donnent des voyages, ils donnent des voitures. Donc en fait, comment toi tu veux venir concurrencer ça? Comment tu veux venir trouver ces content créateurs-là quand toi t'as pas la même vision, tu peux pas leur apporter les mêmes cash? Ouais, les 30 derniers jours, ils ont généré 1,9 million de chiffre d'affaires. Que avec des micro-influenceurs. Oui, parce que Goli, en fait, ils ont une stratégie. C'est-à-dire, eux, c'est des suppléments. Donc, en fait, ils peuvent être même pas rentables sur la première acquisition, puis après, derrière, revendre. Mais sur TikTok Shop, il y a beaucoup de marques, en fait, qui sont moins chères que sur les autres canaux d'acquisition parce qu'il y a beaucoup moins de frais d'acquisition par client.
C'est ça. Et puis après, ils utilisent l'écosystème justement TikTok. C'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir une marque quand tu le fais parce que derrière, les gens, tu vas venir te faire connaître auprès des gens. Surtout auprès d'une communauté peut-être après difficile à toucher avec d'autres canaux. Donc les gens vont venir, ils te voient sur TikTok. Ceux qui n'achètent pas sur TikTok, ils vont venir te racheter sur Amazon, ils vont venir te racheter sur Google, ils vont venir peut-être racheter aussi sur Facebook. Donc en fait, ça fait un écosystème très sain pour une marque. Et du coup, tu as énormément de contenu, les gens parlent de toi, tu deviens connu. Moi, Goli, cette marque-là, je ne la connaissais pas et maintenant je la vois, j'ai l'impression de la voir partout. Bon, ça, c'est l'effet marketing. Mais oui, tu pourras utiliser ce contenu des micro-influenceurs pour scaler tes ads, quoi. Ouais. Tes méta-ads. Mais quand je disais je la vois partout, elle est même au mall à Carrefour ici à Dubaï. Ah, ok. Ouais, ils ont scalé. Et je pense qu'ils étaient déjà là avant et qu'on n'avait pas remarqué. Ouais, tout ce qui est complément alimentaire avec les micro-influenceurs, les ambassadeurs, ça cartonne. Hein. Mm-hmm. C'est voilà, j'ai vu le Shilajit l'année passée en juin, ou même avant, je commençais à le traquer. Et maintenant, il est dans toutes ses formes. Et la forme qui print le plus actuellement en Shilajit, les gummies, c'est les gummies avec un peu de sucre dessus, vraiment sexy. Et ça, typiquement, avec les micro-influenceurs, ça cartonne. Ça cartonne. Parce que les clients, ils rachètent. Le produit fonctionne vraiment. Et rien à voir, mais si je peux donner un gros hack, une grosse astuce pour une stratégie micro-influenceur qui marche bien pour moi, enfin, pas qui marche bien, mais qu'on applique, et ça me permet d'avoir des grosses listes, c'est de regarder les marques qui commencent à bien émerger avec les micro-influenceurs. Et on peut aller sur la marque, par exemple sur Instagram, vous allez sur le compte Instagram des marques qui font cette stratégie-là. Vous allez regarder, parce que sur Instagram, il y a 3 choses qu'on peut regarder. On peut regarder aussi les personnes qui sont taguées. Vous allez regarder tous les micro-influenceurs qu'ils ont utilisés et qui sont tagués. Et vous allez reprendre ceux qui ont mieux le performé. Et vous allez voir avec qui il a travaillé. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles listes. Et ensuite, vous allez pouvoir voir tous ces micro-influenceurs, quelles marques ils follow, quelles personnes, quelles marques aussi, eux, ces micro-influenceurs ont travaillé avec. Et du coup, vous allez avoir tout un panel assez rapidement de savoir avec qui travailler. Mais effectivement, ça, c'est un hack pour les personnes qui ont déjà une boutique, qui ont déjà fait de l'e-com auparavant. Mais commencer par là, il y aura un feedback loop trop long en fait. Parce que le temps de contacter les gens, de construire un truc, ouais, ça coûte pas beaucoup, mais le feedback loop sera trop long. Et le but, quand on débute, c'est d'avoir un maximum de feedback loop le plus rapidement possible. C'est-à-dire de lancer. Ouais, il y a le facteur chance qui est plus élevé qu'en ads. Ouais. Donc pour moi, quand on débute l'e-commerce, c'est beaucoup plus rentable d'aller faire de l'argent hors e-com si on n'a pas d'argent, si on n'a même pas 5 000, si on n'a même pas 7 000, de faire un petit capital de départ, pas se dire qu'on peut commencer l'e-commerce avec zéro avec des micro-influenceurs, parce qu'en fait, il y a le facteur chance, c'est instable et ça prend beaucoup de temps. Et vous avez justement, comme tu as dit, le feedback loop des learning qui est beaucoup plus long que lancer une ads et au bout de 24 heures, on a toutes les métriques. C'est de faire de l'argent à côté, commencer avec cet argent-là, le mettre en ads. Une fois que vous avez quelque chose qui tourne en ads, qu'il y a une bonne satisfaction client, là, c'est intéressant d'aller partir sur une stratégie micro-influenceur, ambassadeur, appelez-le comme vous voulez. C'est juste des personnes qui parlent de votre produit avec de l'affiliation. 100%. Donc, il faut quelque chose qui tourne déjà. Vous n'allez pas avoir une armée d'ambassadeurs avec le dernier produit sur AliExpress. C'est ridicule. Donc, voilà. Une dernière value pour ceux qui restent jusqu'à la fin, comme on a l'habitude de faire. Pour moi, dernière value, c'est plutôt une prédiction que je fais sur l'e-commerce, qu'on vient de faire juste avant. C'est les micro-influenceurs, toute cette créateur économie qui va arriver en Europe, surtout si TikTok Shop s'ouvre à la France, s'ouvre à l'Allemagne, s'ouvre à tous les pays européens. Ça va être vraiment incroyable. Mais c'est justement ce canal d'acquisition. C'est la créateur économie, mais on a les lives, le télé-shopping. On en parlait juste avant, mais le télé-shopping est en train d'arriver et est déjà là sur TikTok. En Chine, ils ont littéralement des usines à créer des créateurs de contenu qui font des lives. J'ai vu un reportage et ils printent un maximum en live. En Chine, on a même la personne là qui avait fait plusieurs millions en une journée avec des produits qui défilent. Mais en fait, en Europe, ça va arriver parce que ça fonctionnait à la télé, ça va l'être aussi en live sur nos mobiles. Et c'est déjà le cas aux US avec la marque Goli
qu'on a mentionné, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires a été fait avec des TikTok live. Ça permet à l'utilisateur qui scrolle sur TikTok d'être scotché au live et de voir plus de contenu sur ce produit et finalement d'acheter. Et juste, le live shopping, ça fonctionne à merveille. Donc pour moi, c'est une prédiction sur l'Europe. Ça va arriver en force. Donc préparez un maximum de data sur ça. Je te rejoins à 200%. Et d'ailleurs, les lives, ça marche très bien dans les canaux autres que l'e-commerce. Ouais. On voit dans l'infopreneuriat, par exemple, beaucoup de formateurs vendent en live, en challenge, parce que le fait d'avoir une connexion avec les clients, ça permet de créer plus d'émotions et de réduire les objections plus rapidement, de créer une confiance aussi plus rapidement. Le téléshopping, par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui marchera toujours. Donc, je te rejoins, je pense que ça va être démocratisé assez vite. On en avait déjà parlé avec, je pense pas que c'était avec toi, que je pensais que ça allait être le futur, mais je pensais que ça allait arriver sur Meta. J'avais pas vu la chose venir sur TikTok. Donc, ouais, je pense que 2025, il faudra être à l'affût à travers ces lives. Ouais. Ça permet beaucoup de choses. Hein. Ça permet la FOMO, ça permet le reportage que j'avais vu avec la chinoise qui a fait plusieurs millions en live. Elle disait tout le temps ça va être pris, ça va être pris. Puis après, elle disait que c'était vendu. Donc les clients, ils veulent pas louper cette offre. Alors que quand tu vois des ads normales avec ton UGC classique qui récite son script, qui est là, qui dit 3 reasons why, là, il n'y a pas de FOMO. Alors que quand tu es en live, c'est en ce moment, il y a toute la demande et tout. Ça vend énormément. C'est comme les NFT, c'était du live, c'est en mouvement. Là, je pense qu'on peut clôturer ce podcast. Il y a un point aussi important que j'aimerais mentionner, c'est que on fait pas ce podcast-là juste pour nous, on le fait principalement pour vous. Donc, on se met toujours dans votre tête qu'est-ce que vous voulez apprendre. Donc, mettez en commentaire ce que vous voulez apprendre. D'ailleurs, on a une question à vous poser, si vous êtes encore là à ce moment. On veut faire intervenir des gens, que des gens qui peuvent apporter de la vraie value. Donc, on n'est pas comme les autres podcasts. On ne va pas faire venir des gens qui ont de la notoriété pour faire augmenter notre notoriété de podcast. On s'en fout. Donc, on pense, parce qu'à niveau francophone, c'est assez limité. On aura vite fait le tour des gens quali. On pense faire venir des anglophones. Des A-players e-commerçants. Des A-players e-commerce, parce qu'on en connaît et il y en a plein. Et simplement mettre un moyen de mettre une traduction sous le podcast. Est-ce que ça serait quelque chose qui vous plairait ou vous préférez que ça soit toujours en français de manière auditive? Donc, faites-nous savoir et en fonction de ça, on préparera quelque chose de lourd. Mettez A-player anglophone aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et aussi, on ne donne pas forcément normalement des likes ou des partages. On a vu que les likes, ça aidait beaucoup sur le reach. Donc, si vous pouvez mettre un like si vous avez appris des choses dans ce podcast, ça va nous aider à avoir les intervenants A-player du monde du e-commerce. C'était Nico, c'était Mathéo. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.